une petite bicoque en tôle ondulée. Et de là, tandis que nous pensions voir sortir des chiens, des chats ou des poules, on a vu sortir notre client. Et nous sommes rentrés à l'intérieur de ce poulailler. On nous a sorti 2 sièges en plastique et nous nous sommes assis là. Et c'est là que nous l'avons reçu. Et c'est là qu'a eu lieu le parloir avocat. Ce sont des émotions qu'on n'oublie jamais. Et quand on est avocat et quand on a vécu ce genre d'émotions-là, cher monsieur, on pense à ce que vous avez souffert, on pense à ce que d'autres continuent à souffrir, on pense à notre condition humaine, on a honte. Et au moment même où je vous raconte cela, j'ai encore un frisson, une chair de poule épidermique. C'est pour tout cela que nous sommes là, c'est pour tous ceux qui sont aujourd'hui détenus dans ces conditions-là, sans droit, sans respect des procédures, sans respect de l'égalité des armes. Et si nous sommes avocats, si je suis bâtonnier, c'est pour continuer à porter de Paris et d'ailleurs, ici et dans le monde, ces combats, vos combats, nos combats. Merci d'organiser, de vous rassembler autour de cela, et je vous souhaite évidemment des travaux à la hauteur du combat que vous menez, cher Albert Bourgi. Je te rends le micro. Merci, cher Pierre-Olivier Sûr. Merci, cher bâtonnier. Je crois que tu as tout dit. Tu as tout dit. Je voudrais juste, pour ma part, en tout cas, vous informer que je suis là un petit peu parce que Louis Joannet était indisponible, mon ami et mon jeune ami, et je suis son directeur de thèse, peut-être qu'il a pensé à lui à ce moment-là. Donc m'a demandé hier soir, en compagnie du président Melixo, de venir comme modérateur pour remplacer Louis Joannet. Louis Joannet en tant que tel est irremplaçable, je le dis, de la manière la plus simple. Ceci étant, j'assure le service un petit peu, pendant quelques dizaines de minutes, pendant 1 heure, 2 heures peut-être, grand maximum 2 heures, m'a dit Abdoulaye. Donc je suis là en tout cas pour en même temps non seulement modérer, mais peut-être aussi témoigner. Témoigner, ce que vient de dire le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr m'a ému, m'a rappelé beaucoup de choses à propos de, justement, d'un de mes vieux amis, un de mes grands frères, comme on dit, qui était pris en captivité, lui aussi, en Guinée. Mais je voudrais simplement, au-delà de ce qu'il a rappelé, du travail qui a été fait, rendre hommage, en tout cas, à Pierre-Olivier Sûr, rendre hommage aux bâtonniers. Pas simplement pour cette affaire, mais beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Je ne partage pas toujours certaines considérations politiques qui peuvent être liées aux affaires que défend Pierre-Olivier Sûr, mais c'est un véritable juriste, c'est un bâtonnier qui remplit sa mission, qui est la mission d'essayer de faire valoir le droit, prévaloir le droit, et de combattre en tout cas toute forme d'impunité. Voilà ce que je voulais simplement ajouter, étant entendu que dans mon rôle de modérateur, je me retrouve un petit peu perdu, parce que généralement je suis un perturbateur quand j'interviens, et que j'agace plus les modérateurs qu'autre chose. Donc je vais essayer d'être moi-même un modérateur calme, serein, sans doute, je sais l'être aussi, et puis parfois d'essayer d'animer un petit peu cette rencontre, qui est une rencontre extraordinairement importante, parce que nous avons en face de nous, à côté de nous, en tout cas en face de vous, Pierre Atangana, bien évidemment, qui est là, qui a subi une détention de 17 ans, un peu plus, même maintenant de 17 ans. 17 ans, une détention arbitraire, bien évidemment. Une détention, comme disait il y a un instant le bâtonnier, provisoire, mais une provisoire qui a duré, et combien de temps? Donc le cas d'Atangana est extraordinairement, comment dirais-je, l'illustration de ce que peut produire finalement un combat qui est mené.
Et ce combat qui a été mené d'abord, principalement à l'origine, par le groupe consultatif, je suis un petit peu prof de droit international, le groupe consultatif justement sur la détention arbitraire, bien évidemment, ce groupe consultatif a beaucoup fait. Il y a là à côté de moi le président Malik Sow qui, comme d'habitude, est d'une simplicité, une sobriété qui peut-être font l'homme également, en même temps que le magistrat ou le juriste qu'il est, qui a été également de tous les combats. Et le cas d'Atangana, me semble-t-il, est vraiment l'illustration de ce qu'on peut obtenir, de ce à quoi on peut aboutir lorsqu'il y a précisément comment dirais-je, une espèce de lien qui réunit pas simplement les juristes, pas simplement les défenseurs des droits, mais aussi tout le reste, la presse. Je vois ici un de mes amis qui est un des responsables d'une rubrique dans un hebdomadaire qui n'a cessé, à tel point qu'un jour je lui dis « Mais Atangana, tu connais ?» Il me dit « Non, mais c'est un combat qui vaut la peine quand même d'être suivi, d'être engagé et surtout d'aboutir au résultat que nous souhaitons tous. » Et je dirais à notre ami qui est à côté de nous ici, mais bienvenue, mais vous ne serez pas simplement celui qui a souffert pendant 17 ans, mais vous serez, je crois, le déclic, les détonateurs de quelque chose qui peut se produire, c'est-à-dire plus jamais des Atangana. Plus jamais des Atangana, et je dois dire que plus jamais des Atangana partout dans le monde, et principalement en Afrique. Principalement en Afrique, que personnellement, là où je suis, véritablement, je me sens véritablement chez moi. C'est en Afrique, véritablement, que les choses sont parfois difficiles à admettre. Et il y a peut-être aussi, peut-être pas aussi longtemps que notre ami ici présent, il y en a qui croupissent dans les prisons, qui sont finalement, qui font face à des dénis de justice purement et simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès même à des avocats, qui n'ont pas les moyens d'avoir des avocats, et dont les avocats qui sont désignés d'office ne s'occupent pas toujours, disons les choses comme elles sont. Ça signifie qu'au fond, le combat d'Atangana est le résultat, me semble-t-il, de cette bataille acharnée qui a été menée par des grands juristes et des bâtonniers, des avocats. Je pense à mon ami Abdoulaye Tine, qui a été lui aussi sur tous les fronts, quasiment, lorsqu'il s'agissait précisément d'évoquer le cas d'Atangana. Mais je voudrais simplement dire que cette bataille ne peut être gagnée que si tous les efforts sont joints, que si tous les efforts sont conjugués, les juristes, ceux qui sont dans le droit de manière directe ou indirecte, mais aussi l'opinion publique. Gagner l'opinion publique à cela. Aujourd'hui, il y a des opinions publiques en Afrique. Il y a des journaux également. Il y a une presse qui commence à véritablement prendre fait et cause pour toutes les formes d'injustice. Et c'est à ce prix, me semble-t-il, à ce prix que la bataille sera gagnée, celle contre la détention arbitraire. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je voulais juste, en tout cas, donner mon opinion sur cette réunion qui, aujourd'hui, nous rassemble, cette cause qui nous rassemble. Elle est sans doute peut-être aussi une première, je veux dire, une première, et que d'autres cas viendront sans doute suivre, et des Abdoulaye Tine, des Malik Sow, des Pierre-Olivier Sûr, il y en a beaucoup en Afrique, il y en a beaucoup. Il faut sensibiliser. C'est vrai qu'on le fait à Paris, c'est vrai que Paris est un petit peu aussi la capitale, quelque part, de l'Afrique, pour diverses raisons, pour le meilleur comme pour le pire, parfois. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire simplement qu'il y a des batailles à gagner, il y a des batailles à comment dirais-je, accompagner, il y a des combats à soutenir, et il me semble que le premier des combats, c'est de lutter contre toutes les formes d'autoritarisme, des autoritarismes politiques, des chefs d'État qui sont là depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je crois qu'en Afrique centrale, 3 ou 4 chefs d'État remplissent à eux seuls près de 2 siècles d'exercice du pouvoir. C'est grotesque. Et je ne dirais pas que c'est cet autoritarisme qui conduit uniquement à ce qu'a pas un privatiste, je ne suis pas bien évidemment un de ceux qui plaident, qui pourraient plaider, mais par contre, je plaide sur un autre terrain qui est celui sur lequel, précisément, tous ceux qui se sont battus notamment pour Atangana, qui sont battus pour Atangana, ont réussi véritablement à défaire l'emprise, en tout cas, du pouvoir politique, l'emprise du pouvoir répressif. Voilà. Merci. Et puis, je vais essayer, en tout cas, de remplir mon rôle, remplir ma mission de modérateur. Vous m'excuserez à l'avance si je sais pas, si je la remplis pas très bien, mais enfin, je ferai de mon mieux. Merci.
Merci, professeur, pour ces propos d'empreinte d'engagement, d'humanité, mais de conviction. Vous me permettrez aussi de remercier notre cher bâtonnier pour les mots de bienvenue qu'il a bien voulu effectivement prononcer à l'endroit de toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle, mais aussi qui nous a permis de contextualiser le cadre de cette rencontre. C'est vrai, le prétexte de la discussion, c'est la détention arbitraire. Nous avons voulu illustrer cela par la présentation du cas de Michel Thierry Atangana Abega, qui aujourd'hui, à mon sens, est devenu un cas emblématique qui incarne en tout cas le visage de l'absurde que l'on peut vivre dans le cadre d'une détention arbitraire. 15 ans de mandat de dépôt, 17 ans de détention, c'est trop. Je pense que sans même être l'avocat de M. Atangana, le professeur Albert Bourgi l'a rappelé tout à l'heure, il y a de cela une année, on fêtait les 30 ans de l'Institut des droits de l'homme de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai estimé que, compte tenu de la gravité du cas, il fallait impérativement, dans le cadre de la célébration de ce cas, donc de cet anniversaire plutôt de l'institution, qu'on a débattu. Alors même que rien ne laissait présager qu'un jour je croiserai Michel Atangana, mais la manière, les échos que j'ai eus à travers les médias étaient de nature à révolter la conscience de toute personne empreinte de dignité et d'égalité et de valeurs, voilà, républicaines. Tout ça, ça m'amène effectivement à vous présenter rapidement, pour que la salle puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelques repères dans l'affaire Michel Thierry Atangana. Avant de parler de l'affaire en tant que telle, qui est Michel Thierry Atangana? Michel Thierry Atangana est né le 14 juin 1964 à Yaoundé. Il est administrateur financier. Il travaillait en France jusqu'à ce que le gouvernement de Paul Biya, qui venait d'accéder au pouvoir, en tout cas il était dans ses premières années de pouvoir, a voulu lancer les grands travaux, les grands chantiers, comme il est de coutume lorsqu'un chef d'État est élu. Ils ont voulu, compte tenu de son niveau d'expertise, maîtrise de la finance, ils l'ont sollicité. Et il a accepté, il a répondu à cet appel parce que c'était une manière aussi pour lui de retourner, on va dire, au Cameroun, qui lui a tant donné. Même si, à ce moment-là, il était de nationalité française. Il a accepté. Précision importante, contrairement à certains pays, la binationalité est impossible lorsque vous êtes camerounais. Vous êtes français, vous perdez automatiquement la nationalité d'origine. Il est arrivé au Cameroun muni, on va dire, d'un titre de séjour en tout cas. Donc il est arrivé en tant qu'expatrié. Il a mené le travail qu'on lui demandait, à la tête du comité de pilotage que le président effectivement avait institué. Ça s'appelait le copie sur pur. À partir de là, tout va bien. Tout va bien. Il réussit à fédérer les bailleurs, les financiers autour du projet, des multinationales, pour réaliser ces grands travaux, donc 1000 km d'autoroute, avec des appuis financiers derrière, jusqu'à ce que la politique s'en mêle. Le professeur Bourgi l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. La politique, il faut en faire. C'est vrai. Et on dit souvent que si vous ne faites pas de la politique va vous faire. Mais ce qui est un peu regrettable en Afrique,
Et c'est comme disait Prosper Veil, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. J'en viens effectivement aux différends qu'il a opposés. Je reprends d'ailleurs les faits tels que relatés par les enquêteurs des Nations Unies, qui quand même sont censés appliquer en tout cas les méthodes de travail onusiennes et présenter des garanties d'impartialité. Au terme de cet avis, il est effectivement mentionné que le 20 avril 1997, Tutu Edzoa, proche de Michel Atangana, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Et le 12 mai 1997, M. Atangana a été interpellé sans mandat d'arrêt par les éléments des forces spéciales du groupement spécial des opérations, puis détenu par la police judiciaire à Yaoundé. Il est détenu par la police judiciaire, mais dans des locaux qui ne relèvent pas normalement d'un lieu de détention habituel. Parce que il était dans une cave. Non seulement ce n'est pas un lieu de détention, mais ce lieu de détention deviendra le lieu où il va passer ses 17 ans. 17 ans. Et dans l'affaire Michel Thierry Atangana, bien sûr, nous avons aussi le record de mandat de dépôt. 15 ans de mandat de dépôt, je pense que les professeurs de droit devraient quand même enseigner aux futurs magistrats le cas Atangana. Je pense que c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire lorsque, bien sûr, on est dans le cadre d'une procédure. Tout cela pour dire que, depuis son arrestation, il était confiné à l'isolement dès le premier jour, dans une cave du secrétariat d'État à la Défense, en isolement total, sans accès aux soins, sans communication avec le monde extérieur et en particulier avec sa famille, ce qui mettait bien sûr gravement en danger sa santé physique et mentale. Les autorités camerounaises, en fait, lui reprochaient d'avoir soutenu un opposant à l'élection présidentielle de 1997. De là, vous le verrez, il y a toute une panoplie de violations flagrantes et délibérées, répétées, des droits humains qui vont être constatées, aussi bien dans le cadre de l'enquête préliminaire, dans le cadre de jugement, mais aussi dans le cadre de la détention, sans compter bien sûr l'instruction du dossier. À toutes les étapes, c'est une panoplie de violations caractérisées des droits humains, notamment le principe à un procès impartial, à un jugement équitable, au droit d'organiser sa défense convenablement, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on ait fait, en toutes circonstances et en tout lieu. Pour aller vite. À partir de là, bien sûr, on va se poser une question quand même cruciale. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, M. Atangana a la nationalité française. Donc, il est citoyen français, en difficulté à l'étranger. Je parle sous le contrôle de mon ancien professeur de droit international, quand même, il nous a enseigné, et je continue à enseigner à mes étudiants à l'université, qu'il y a une institution cardinale, fondamentale en droit international. C'est la protection consulaire, c'est la protection diplomatique. C'est deux choses différentes. La protection consulaire, et c'est une exigence qui est rappelée constamment par la Cour internationale de justice de La Haye, qu'il n'y a pas une exigence plus fondamentale dans les relations internationales, que lorsque on arrête sur le territoire d'un État parti, d'informer sans délai l'État dont vous avez la nationalité. Et l'État, une fois informé, bien sûr, a une obligation, parce que du moment où l'État est en situation de connaître que vous êtes en difficulté, non seulement il doit vous apporter l'assistance consulaire, mais il doit vous donner les facilités nécessaires pour organiser votre défense. Michel Thierry Atangana n'aura rien de tout ça pendant 14 années. Pendant 14 ans, on se demandait que faisait la France.
non seulement il n'avait plus la nationalité camerounaise, mais il était français. La France qui se devait, compte tenu du caractère effectivement répété, grave et délibéré de ces violations, donc assurer l'exercice de cette protection consulaire. Et si l'État parti, c'est-à-dire l'État camerounais, qui doit respecter le droit international des droits de l'homme, persiste dans ces violations, il pouvait bien sûr, il avait la faculté, l'État, elle avait la faculté, l'État français, d'exercer sa protection diplomatique, qui n'est plus la protection consulaire, mais à partir de l'exercice de la protection diplomatique, donc l'affaire devient une affaire entre l'État du Cameroun et l'État français, parce qu'à travers le traitement qui est réservé à M. Atangana, on a violé les droits de la France, c'est-à-dire les droits que la France détient de voir convenablement traiter ses citoyens lorsqu'ils sont à l'étranger, conformément aux standards internationaux. Mais pendant 14 ans, bien sûr, Michel Atangana n'a eu droit à rien de tout cela. Encore pire, il est disparu, comme on dit, dans le rapport, des radars. C'est-à-dire, il est arrivé, il s'est inscrit sur place, avec une carte consulaire. Mais, à un certain moment, on ne le retrouve plus sur les fichiers. On peut dire même qu'à un certain moment, on l'a installé dans un trou noir juridique, pour ne pas dire qu'il est devenu, pendant ce laps de temps, apatride, parce qu'il est français, mais il n'avait plus la nationalité camerounaise. La France doit lui accorder cette protection, il y a une inaction, mais de l'autre côté, bien sûr, on ne trouve même plus son inscription. Tout cela pour vous dire effectivement que des fois, droit et politique ne font pas bon ménage. Et on a l'habitude de dire effectivement que quand on parle de la raison d'État ou des considérations de réel politique, c'est que souvent l'État n'a pas raison. Quoi qu'il en soit, c'était pour camper le décor, pour que puisse quand même contextualiser. Il y a d'autres intervenants qui vont parler après moi. J'aurai la possibilité de revenir, de reprendre la parole si le modérateur me le permet, pour effectivement poursuivre sur les évolutions possibles, compte tenu effectivement des violations, quelle stratégie de règlement pour le dossier Atangana. Merci. Merci. Merci, cher maître. Merci, cher Abdoulaye. Donc, je vais tout de suite passer la parole au président Malick Sow. Malick Sow, je le connais. Sénégal, c'était une figure du droit, de la justice, une grande figure, dans le bon sens du terme, de la justice au Sénégal. C'est aussi un homme de droit connu sur le plan international, puisqu'il a fait partie, il a été l'un des principaux acteurs, je crois, de cette bataille qui a été menée notamment dans le fameux groupe de travail sur la détention arbitraire. Donc je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire, cher président, et je ne te cède pas la parole puisque tu l'as déjà entre les mains. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher Albert. C'est toujours avec un énorme plaisir que je vous rencontre et c'est toujours avec beaucoup de bénéfices que j'échange avec vous. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite de Maître Abdoulaye Tine, je vais essayer de vous livrer quelques réflexions sur l'avis du groupe de travail qui est à l'origine de un peu le début de la recherche de solutions dans l'affaire de Michel Thierry Atangana. Suite aux incroyables épreuves cruelles, je pèse mes mots,
inhumaine et dégradante de toutes sortes que Michel a vécu pendant 17 années, c'est grâce à un miracle qu'aujourd'hui il est vivant d'abord et qu'il est présent parmi nous. Nous sommes alors réunis ce matin pour dire avec force et conviction, plus jamais ça. Mais surtout, pour faire le point sur l'avis du groupe de travail, sur sa valeur, sur sa portée, puisque en réalité c'est cet avis-là qui est à l'origine de la libération de Michel. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la seule procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a des compétences quasi-juridictionnelles. Il fonctionne en effet comme un tribunal avec une procédure précise qui respecte le principe du contradictoire. Il y a des délais impératifs qui sont fixés et il y a des voies de recours qui sont bien réglementées. Il prend surtout, ce groupe de travail, de véritables décisions, même si pour des raisons diplomatiques compréhensibles, on les appelle des avis. À ce stade, il me paraît important de relever à titre d'exemple quelques règles sur la valeur juridique et la portée de cet avis. J'ai choisi de prendre 4 exemples. La première règle, je la tire de la Charte des Nations Unies, qui dispose, je le cite, que les États proclament à nouveau leur foi à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, l'avis du groupe de travail étant une source du droit international. La deuxième règle, c'est que toutes les résolutions de l'ancienne Commission des droits de l'homme et de l'actuel Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, toutes sans exception, prient les gouvernements de tenir compte des avis du groupe de travail et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées pour corriger la situation des personnes privées arbitrairement de liberté et d'informer le groupe de travail des mesures qu'ils auront prises. J'ai cité toutes les résolutions du Conseil des droits de l'homme sur le groupe de travail contiennent ce paragraphe. Troisième règle que je convoque, c'est la résolution 5/2 du Conseil des droits de l'homme, adoptée le 18 juin 2007 sans vote, qui dispose, je le cite, il demande à tous les États de coopérer avec les procédures spéciales, donc avec le groupe de travail, de les aider dans leurs tâches, de fournir toutes les informations en temps voulu et de répondre sans retard excessif aux recommandations qu'elles transmettent. Enfin, je convoque une quatrième règle que je tire des méthodes de travail
du groupe. C'est le point 5 de ces méthodes de travail qui dit, je le cite, « Les gouvernements informent le groupe de travail de la suite donnée aux recommandations qu'il a formulées dans son avis. » Fin de citation. J'aurais pu convoquer d'autres dispositions. Elles sont nombreuses. Mais ces quelques exemples que je donne, posés par le droit international parmi tant d'autres, permettent d'affirmer sans aucune ambiguïté que les avis du groupe de travail sont et doivent être considérés comme ayant une valeur juridique obligatoire et s'imposent à tous, avec un grand T. Plusieurs décisions de juridiction supranationale confirment et donnent une belle illustration de ce que je viens de dire. Je me permets là également d'évoquer à titre d'exemple 2 cas. Le premier, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans une décision concernant M. Ramazan Sem et 250 autres officiers turcs, a fondé tout son arrêt. Je parle de la Cour européenne des droits de l'homme. A fondé tout son arrêt sur la question de la recevabilité du recours sur l'avis du groupe de travail. Et la Cour européenne a estimé que le groupe de travail a été saisi et a rendu un avis sur la question. Et que par conséquent, il ne pouvait être saisi à nouveau d'un recours fondé sur les mêmes faits et entre les mêmes parties. Elle a alors déclaré sur cette base le recours irrecevable et cette décision, je vous ai indiqué dans mon document le lien qui vous permet de la voir dans son intégralité. Le deuxième exemple que je convoque, c'est la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui, dans son arrêt rendu le 14 février 2014 dans l'affaire Saïf al-Islam Kadhafi, a dans son arrêt fait référence dans ses paragraphes 18, 19, 23 et 27 de l'avis du groupe de travail qui avait été saisi préalablement sur la même affaire. Ces décisions de ces importantes juridictions internationales indiquent, s'il en était encore besoin, l'autorité de ces avis du groupe de travail. Et cette compréhension, elle est d'autant plus fondée que les méthodes de travail du groupe prévoient une seule procédure pour contester ces avis. Une seule. Il n'y en a pas deux. Et le paragraphe 21 des méthodes de travail du groupe, je le cite, qui est intitulé « Procédure de révision », dit « Dans des circonstances exceptionnelles, le groupe de travail peut, c'est une faculté, à la demande du gouvernement concerné, reconsidérer son avis dans les conditions suivantes. » Il y a des conditions, il y en a 3. Je vais simplement vous donner la dernière qui me semble concerne l'affaire de Michel. Il peut y avoir une demande de révision que si le gouvernement qui est demandeur a respecté les délais de réponse qui lui étaient impartis par le groupe. Si un gouvernement choisit de ne pas répondre à l'interpellation du groupe de travail et que le groupe rend un avis, ce gouvernement est irrecevable à demander la révision de cet avis. Il résulte donc de ce texte, sans aucun doute,
que la procédure de révision est la seule et unique voie qui permet de remettre en cause un avis du groupe de travail. Et dans le cas à Tangana, le Cameroun a choisi de ne pas répondre à la communication, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à l'expiration du délai. Il lui était offert la possibilité de demander la prorogation du délai, ce qui n'a pas également été le cas en l'espèce. Et cette attitude du Cameroun, qui du reste est incompréhensible, après tout ce qui s'est passé, inadmissible et condamnable, a comme conséquence, en application des dispositions que je viens de citer, la conséquence essentielle, c'est que l'avis numéro 38/2013 entre Michel Thierry à Tangana et le Cameroun est devenu définitif, pour utiliser le jargon judiciaire. Il est devenu inattaquable et il a acquis ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, aujourd'hui, au moment où on parle, le Cameroun est redevable encore envers M. Michel Thierry à Tangana de manière irrévocable de la mise en œuvre de l'intégralité des recommandations qui sont contenues dans l'avis du groupe de travail. Quelles sont ces recommandations? Il y en a 3. Elles sont 3. La première, c'est la libération immédiate de M. Michel Thierry à Tangana. La deuxième, c'est l'ouverture d'une enquête sur les faits et la sanction des personnes responsables de la privation de liberté de Michel Thierry à Tangana. Et la troisième recommandation, c'était le versement d'une indemnité pour les préjudices qui sont énormes et multiples, causés par la privation de liberté depuis le 12 mai 1997 jusqu'à nos jours. À ce jour, seule la première recommandation a été mise en œuvre de manière insatisfaisante. La libération est intervenue en effet presque immédiatement après l'avis par un décret du 18 février 2014 portant commutation et remise de peine sans aucune référence à l'avis du groupe de travail ni au caractère arbitraire de la détention. Aucune référence de commutation de peine, comme si rien n'était passé. De la même manière, Abdoulaye l'a dit tout à l'heure en parlant de l'attitude de la France dans cette affaire, de la même manière, l'attestation qui a été délivrée par le ministère des Affaires étrangères de la République française à Tangana fait état d'une seule et unique mention que je cite, qui est la suivante: certifie que M. Atangana a été détenu au Cameroun du 12 mai 1997 au 24 février 2014. Fin de citation. Voilà l'attestation que le ministère des Affaires étrangères de France a délivrée à Michel Atangana. C'est quand même grave. On ne peut pas, dans une affaire comme ça, délivrer une telle attestation avec la seule mention que la personne a été détenue de telle période à telle période. Un tel document, de mon point de vue, à l'évidence, ne permet pas à l'intéressé de s'en prévaloir, à quelque titre que ce soit. Au contraire, je crois qu'il lui est particulièrement défavorable
est préjudiciable. Où est-ce qu'il va aller pour dire voilà l'attestation que le ministère des Affaires étrangères m'a produite? Ce n'était pas la peine de l'établir. Toutes ces anomalies qui constituent encore de graves violations des droits de Atangana méritent et doivent être corrigées sans tarder. C'est ça la question de fond qu'il faut poser. C'est les commentaires que je voulais faire sur la première recommandation du groupe de travail. Libération, d'accord, mais nous sommes restés sur notre faim. La deuxième recommandation, elle est fondamentale, puisqu'elle a pour objet d'identifier tous ceux qui ont participé pendant plus d'une décennie. Je pèse mes mots. En instrumentalisant les institutions politiques et judiciaires dans une affreuse entreprise de destruction d'un homme et de toutes les entreprises qui relevaient de sa responsabilité, et son seul tort, lui, et l'ambition qu'il avait de participer au développement économique et social du Cameroun. C'est ça, fondamentalement, qui est à l'origine de toute cette histoire, et on a utilisé toutes les institutions politiques, judiciaires, administratives pour le détruire. Nous attendons tous, Michel Atangana attend avec beaucoup d'impatience l'ouverture de cette enquête qui doit être indépendante, impartiale, complète, pour que plus jamais de tels dysfonctionnements ne se reproduisent au Cameroun et ailleurs. La question de l'impunité est bien évidemment au centre de cette recommandation, qui occupe une place importante et déterminante dans la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail. La troisième recommandation, elle est de très loin la plus importante et concerne la réparation de tous les préjudices qui découlent de cette affaire-là. Il y a certainement le préjudice personnel résultant de l'ensemble des violations graves, répétées, continues, systématiques qu'on a relevées et que le groupe de travail a relevées, qui couvre tous les aspects affreux de cette détention arbitraire subie pendant 17 ans. C'est un point du préjudice qui est incalculable, irréparable, mais enfin, il faudra trouver le moyen de régler cette question. Ce préjudice englobe également le préjudice, le traitement réservé à ces sociétés à lui et à ses investissements immobiliers qu'il avait fait au Cameroun et leurs revenus dont il est encore aujourd'hui privé par des décisions administratives totalement illégales et qui invoquent comme seul fondement, je cite les documents, l'opportunité politique, dont personne ne comprend la signification. Il ne faut pas louer l'appartement, il ne faut pas louer la ville, l'immeuble d'Atangana pour des questions d'opportunité politique. Ça veut dire quoi? Dans un pays. Et les documents sont là. C'est des documents officiels. Mais il y a surtout le préjudice financier extrêmement important dont est victime cette fois-ci non pas M. Atangana, mais l'ensemble des compagnies internationales représentées par lui. Elles ont toutes
était convaincu par ce dernier pour engager d'importants financements au Cameroun dans le cadre du projet de réalisation d'un important réseau routier. Et Michel Atangana a d'ailleurs été nommé par le président Paul Biya à la tête du comité de pilotage et de suivi des axes routiers, COPUSUR, dont a parlé Abdoulaye, qui a été mis en place à cet effet. C'est quand même scandaleux que des sociétés internationales viennent dans un pays pour le développer et qu'on les braque. C'est du braquage. Et sur ce point, les sociétés internationales qui ont été braquées, entre guillemets, un document officiel de la présidence de la République du Cameroun, daté du 27 décembre 2012, et qui est intitulé très curieusement, je cite, « Enjeux financiers cachés de l'affaire Michel Thierry Atangana ». C'est comme ça que s'appelle le document de la présidence du Cameroun. Enjeux financiers cachés. C'est officiel. Ce document-là chiffre le préjudice, d'après le Cameroun, à la somme de 278 milliards de francs CFA, environ, dit le document. C'est 500 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Alors, voilà les 3 recommandations et vous voyez la gravité, l'ampleur du problème et l'urgence à lui trouver une solution. Mais, si en l'état actuel du droit international, il n'existe pas de procédure d'exécution forcée contre les États, on aurait forcé le Cameroun avec les gendarmes des Nations Unies, les huissiers des Nations Unies, etc., à régler ces problèmes. Mais le droit international ne dispose pas, en tout cas pour le moment, d'un tel mécanisme. Il appartient dès lors à la communauté internationale dans toutes ses composantes. Les mécanismes onusiens de respect des droits de l'homme, les mécanismes africains, la Commission africaine en particulier, les États, qui sont tous membres du système des Nations Unies, la France en particulier, la société civile dans son ensemble. Il appartient à tout ce monde-là, à tous, d'apporter leur concours et leur appui et leur soutien pour le respect intégral de l'ensemble des 3 recommandations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la conférence de ce matin participe de cette démarche. Elle est initiée par Atangana lui-même et s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan d'action mis en place à travers l'association Atangana contre l'oppression et l'arbitraire. Mais M. Atangana, qui est un citoyen français, doit aussi et surtout être accompagné par son pays, la France, dans la résolution de ce douloureux problème, au nom surtout de l'exercice de la protection diplomatique, comme Abdoulaye vient de dire. Et je reste convaincu, pour ma part, que ce grand pays des droits de l'homme, qui est l'un des initiateurs du groupe de travail, est en mesure d'activer les mécanismes et procédures adéquats pour parler avec le Cameroun. Et de ce dialogue, j'en suis convaincu, des actes concrets et positifs pourront rapidement contribuer à la mise en œuvre effective des recommandations dans l'intérêt de tout le monde. Nous savons que le département d'État américain soutient la cause de Atangana et des discussions très avancées et un agenda très constructif sont en cours d'élaboration.
Et dans cette perspective de solution heureuse et concertée, tout le monde doit prendre le train en marche. Une telle démarche des États-Unis d'Amérique est une démarche rassurante, elle est encourageante, elle doit être saluée, elle doit aussi servir d'exemple et de locomotive. C'est dans cet esprit que nous lançons un appel solennel et sincère à toutes les initiatives pour que partout triomphe l'état de droit, la justice et le respect des droits de l'homme. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Bon. Deux mots juste pour, en tout cas, remercier notre président. N'oublions pas qu'il a été président du groupe consultatif sur la question. Remercier pour toutes les, finalement, tous les éclairages qu'il nous a apportés sur justement l'affaire Michel Atangana et surtout sur les comment dirais-je, les fameuses recommandations. Simplement, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que c'est vrai que ce travail du groupe consultatif a été considérable, mais aussi, je pense aussi qu'il faut faire prévaloir également le droit international. Et ce droit international, bien évidemment, là aussi, il est pour l'essentiel celui qui est entre les mains des États en tant que tels. Donc ça signifie que le droit international n'a de force que s'il y a une pression internationale qui peut s'exercer, et puis pression et également information de l'opinion. C'est pour ça que je reste convaincu, pour ma part, que tous ces spécialistes, tous les juristes qui sont là, qui sont remarquables, je suis convaincu que cette réunion a non seulement sa raison d'être, plus que cela, elle permet d'éclairer les uns et les autres qui sont présents ici, mais je dois dire qu'il faut surtout véhiculer toutes ces informations et faire valoir exactement le caractère spécifique du cas de Michel Atangana. Caractère spécifique du cas de Michel Atangana. Cher Président, c'est vrai que tu fais allusion à la communauté internationale, mais tu sais très bien qu'elle est à géométrie variable, cette communauté internationale. Donc, bon, il faut la chercher. Mais je dois dire qu'au-delà de la communauté internationale, il y a des opinions. Il y a des opinions qui pèsent précisément sur les actes qui peuvent être pris par les institutions internationales, qui pèsent également sur les contraintes qui peuvent être exercées sur les États, y compris les grands États, comme c'est le cas aujourd'hui de la France, qui, sans aucun doute, semble simplement réduire le cas d'Atangana à sa libération, sans véritablement prendre en compte les deux autres, les fameuses considérations que vient d'évoquer le président Sow, à savoir qu'il faut bien évidemment une enquête, il faut qu'elle ait lieu cette enquête, il faut bien évidemment que les préjudices subis, quel préjudice subi par Michel Atangana, soient réparés, publiquement réparés, et ça, encore une fois, c'est moins par la diplomatie, malheureusement, qu'on y arrivera, mais par les pressions qui peuvent être exercées par les opinions publiques pouvant précisément peser sur les décideurs nationaux, et y compris les décideurs internationaux. Merci.